Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. Ce soir, nous sommes en compagnie de Maître Philippe Saint-Cyr. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Mais oui, le boss, hein? Allez, continue, fais affaire. C'est marqué. Ouais, c'est marqué Philippe le boss. Ça suffit, bébé. Bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. Heureux de nous retrouver ici, à cette émission, en compagnie de notre ami Raphaël Séminor. Et en présence, bien sûr, Michel, de notre bébé national. Merci beaucoup. Merci aussi à Michel Bonchy, rédacteur en chef du journal Justice. Bonsoir à toutes et à tous. Grand voyageur. Peut-être, effectivement, de temps en temps, c'est nécessaire de sortir de la Martinique. Ouais. Et je disais tout à l'heure, ce matin, à un camarade, que quelquefois, le fait de sortir de la Martinique, ça me fait considérer certaines de nos querelles comme étant un peu très secondaires. Très secondaires, et qu'il faut quelquefois prendre un petit peu de distance par rapport à certaines choses. Bon, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser au quotidien, aux préoccupations de la population, n'est-ce pas? Mais quelquefois, il faut relativiser certaines choses. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Donc ce soir, nous recevons aussi Raphaël Séminor. Bonsoir Raphaël Séminor, ça va bien? Oui, bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'accueillir en votre sein, puisque je vous vois régulièrement vous chamailler. Gentiment. Oui. Et Philippe l'a appelé Béatrice bébé, c'est son bébé. En tout cas, je suis très content d'être avec vous là aujourd'hui. Merci beaucoup Raphaël. Bonsoir donc bébé. Oui, bébé pour Béatrice Bellé, pas bébé, parce qu'à mon âge, je vous assure que je n'ai plus de tarif réduit nulle part et que malheureusement, je ne bois plus beaucoup de lait. Ah non mais... Quoi? Bonsoir. Oui, j'ai dit bébé pour Béatrice Bellé. C'est ça. Voilà, c'est pour ça. Oui, exactement. Voilà. Donc bonsoir à tous et bonsoir surtout aux téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous font une fois de plus l'honneur de nous accueillir chez elles et chez eux. Et bienvenue Raphaël, parce que c'est pas fréquent. C'est pas fréquent, voilà. En effet, c'est pas fréquent. Ah ben justement, merci d'avoir accepté notre invitation Raphaël. Donc nous allons... Premier sujet ce soir, le résultat des élections sénatoriales en Martinique. Tu as été le candidat malheureux donc de cette élection. tu attaques tout de suite en plantant le couteau directement dans la plaie. En remuant le couteau dans la plaie. La directrice a mis ça en premier sujet. Eh oui. En effet. Donc j'ai simplement suivi parce qu'après c'est moi qui ai des problèmes avec elle. Donc, la question que je pense que tout le monde se pose à la Martinique, le PPM semble être le parti qui a le plus de grands électeurs. Combien d'électeurs qu'on a Alors, nous avons comptabilisé, en tout et pour tout, à peu près 200 grands électeurs. 200. C'est-à-dire toutes les communes, à savoir Fort-de-France, avec 100 grands électeurs, Bellefontaine, Carbet et Basse-Pointe. Mais aussi les oppositions dans certaines communes, comme le François, par exemple. Tu as oublié Trois-Îlets? Non, Trois-Îlets n'est pas PPM. Trois-Îlets... L'Alliance. C'est de l'Alliance. Mais donc, globalement, 200 grands électeurs. Et ça représente plus de la moitié de ce... Non, un quart. Oui, Parce que la question, c'est 809 grands électeurs, en tout et pour toute la Martinique. Et la question que je me suis posée au vu des résultats, d'ailleurs, je pense que tu as dit ça sur une des radios, comment avec 200, il n'y a aucun PPM qui a été élu, ni toi, ni... François Déa? Yes. Ils vont pas quitter? Non, François Déa, ils vont pas quitter, ils ont été, mais ils s'étaient mis en congé du parti.
il ne représentait pas le PPM. Ce jour-là, c'est Raphaël qui représentait le PPM. Alors, plusieurs choses à dire. Attends, Michel, attends. C'est encore on va en débattre. Une astuce, hein. Non, mais on va en parler. Laisse Raphaël répondre. Mais oui. C'est un genre de welto, hein. Oui ou pas oui. Alors, nous savons que les élections sénatoriales, c'est un sacré... Ce sont des élections particulières, pour ne pas les qualifier plus que ça. 200 grands électeurs, mais il faut savoir que nous étions estampillés en quelque sorte, PPM, trois candidats. Alors, je veux passer en revue tous les candidats. Yvon Paquette, depuis 2017, n'a pas réintégré le PPM. Enfin, Philippe qui est là, et Philippe le sait très bien, il n'a pas réintégré. Il est premier adjoint au maire de Fort-de-France. Il est premier adjoint au maire de Fort-de-France, mais il n'a pas réintégré le parti. Ah bon. Donc, il est premier adjoint, donc il assume son rôle de manière tout à fait correcte. Didier Laguerre n'a pas à se plaindre d'Yvon Paquette. Il remplit sa mission très correctement, il n'y a pas de problème. Seulement, le parti n'a jamais sanctionné Yvon Paquette. Didier aurait pu le sanctionner si le parti avait au préalable pris une sanction contre lui. Mais ça n'a pas été le cas. Il appartient au parti. Parce qu'il a été un dissident en 2017 du parti, puisqu'il s'est présenté alors même qu'il n'avait pas été retenu. Donc il s'est présenté sur son nom. Mais il l'a averti depuis très longtemps. Depuis au moins 1 an avant le scrutin, il a dit « Moi, je me présente sur mon nom. Je n'ai pas été réintégré au parti. Donc, je n'ai rien à voir avec le parti, sauf que je suis saisi. Je reprends ces termes. Comment dire, France Taudiard, c'est pas pareil. France Taudiard est venu solliciter l'investiture du parti. Nous passons devant une commission d'investiture qui nous pose la question. Si vous n'êtes pas retenu, qu'est-ce que vous allez faire? Nous étions 6 candidats à l'investiture, à solliciter l'investiture du parti. Et tous les 6 candidats répondent nous nous rangerons derrière celui qui aura été retenu. Mais bon, parole là qui l'ombre, n'est-ce pas? Ensuite, on se retrouve devant le comité national qui, sur la base d'un rapport établi par la commission d'investiture, prend sa décision par un vote à bulletin secret. Ce comité national, les 6 candidats sont présents, enfin en tout cas, ils sollicitent les suffrages des membres du comité national. Nous sommes 41 normalement. Il y a une personne décédée, il y a une personne qui n'a pas participé, qui n'est pas venue, qui n'a pas donné de procuration. Et c'est moi qui suis retenu, et France Taudiard arrive en 2e position, sur les 6. Il décide de se maintenir, donc il y va d'un problème particulier, c'est-à-dire de faire respecter la discipline au sein du parti. Ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Reste à savoir ce que le parti va faire. Qu'est-ce qu'il va décider? Est-ce qu'il va laisser, comme pour le cas de Yvon Paquette, de ne pas la sanctionner ou pas? Moi, je ne suis pas comptable et responsable de ça. Je suis membre du bureau politique, certes, mais quand je serai interrogé, je donnerai mon avis. À mon avis, il y a eu un premier précédent, et ça, c'est le 2e précédent. Demain, il est possible que nous passions devant une commission d'investiture et que celui ou celle qui n'aura pas été retenu se présente quand même. Parce que c'est ça, créer un précédent. Et que pourra-t-on dire à cette personne qui aura décidé de prendre un chemin de traverse? Rien, puisque 2 personnes n'ont pas été sanctionnées. Donc voilà. Alors bon, les contextes sont différents pour Yvon Paquette et pour France Taudiard, mais la réalité est bien là. Ça veut dire que nous sommes retrouvés face à une dispersion des voix. C'est ça qui explique ce résultat. Et malgré ça, je me maintiens, enfin j'ai un score tout à fait honorable, parce que je sors en 3e position, derrière Frédéric Buval, mais surtout derrière Catherine Conconne, qui est élue dès le premier tour, et puis Frédéric Buval, qui me devance d'une 30aine de voix. Alors, concernant Catherine Conconne, ça veut dire qu'il y a des membres du PPM qui ont voté mais très certainement. Très certainement. Il ne faut pas oublier qu'elle est du Sérail, il ne faut pas oublier ça. Oui, bien sûr. Ouais. Mais elle a monté son groupe. Elle est à la 7e. Non, mais elle a des relations, il faut dire, parce qu'elle est restée au PPM pendant une 20aine d'années. Donc, elle a forcément un réseau au sein du PPM. Mais est-ce que ça veut dire aujourd'hui que le PPM, que le président ne tient plus la troupe et que le PPM risque d'imploser? Alors, je n'irai pas jusque-là, parce que de toute façon, il y a des moyens
de maintenir les gens en s'expliquant, en discutant, en donnant des raisons pour lesquelles ça s'est fait comme ça. Mais moi, ce que je dis très clairement, c'est que le président aurait dû insister auprès du dissident pour lui demander de se retirer. Parce que c'est ce qui a créé cette difficulté. J'aurais été élu aujourd'hui. Je serais devant vous en tant que sénateur. C'est ça la réalité. Non, mais je viendrai quand même. Je répondrai à l'invitation. Donc c'est ça la difficulté. Enfin, j'ai l'air de rigoler, mais je reprends mon sérieux parce que j'ai beaucoup d'amertume. Parce que j'aurais ramené ce poste-là au Parti progressiste martiniquais. Aujourd'hui, nous n'avons pas de sénateur pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas su dissuader François Taudiard de se présenter. Il a fait au premier tour 94 voix. Et au deuxième tour, il en fait 51. Donc ça veut dire que, quelque part, ces 94 voix ajoutées à mes 161 voix, même si je n'avais pas obtenu la totalité de ces voix, mais il n'empêche qu'il y a une bonne partie qui se serait reportée sur mon nom. Clairement, c'est mathématique. En tout cas, sincèrement, je voudrais te remercier d'avoir accepté notre invitation pour qu'on parle de ça. Je sais qu'il y a juste une semaine qui s'est écoulée. C'est pas évident pour toi. Et franchement, je remercie ta bravoure de venir nous parler de ça et t'expliquer. Surtout que je suis resté très amer. Et j'avoue avoir eu des nuits un peu amputées, en 2 nuits un peu amputées, parce que je me suis dit, il y a une injustice quelque part. Alors, bébé, mais il y a aussi le problème de l'alliance dans tout ça. Oui, tu m'as demandé la parole. Oui, bébé. oui. Enfin, de toute façon, c'est une question. Et en l'occurrence, on a un des acteurs du film, de la partie du film. Parce que c'est un film, les sénatoriales, c'est un film de long cours. C'est des choses qui se négocient, c'est des jeux d'appareil. Alors évidemment, il y a des jeux de personnes. Mais enfin, ce que Raphaël ne dit pas, parce que sa loyauté au parti veut probablement qu'il ne le dise pas. Mais enfin, il me semble que M. Taudiard était le candidat plus ou moins favori du président du parti, et que c'est peut-être pour ça que ça lui a valu de ne pas être non plus découragé dans son entreprise de présentation. Mais s'il était le candidat favori du président... c'est la première déconvenue. C'est que un parti démocratique, c'est ça. Lorsque vous avez un parti démocratique, vous avez des instances qui désignent des candidats de façon démocratique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un jeu autocratique où le chef simplement dit c'est lui, c'est comme ci, c'est comme ça. Après, le chef peut en effet donner son avis, donner son sentiment, et puis parfois ça permet d'orienter une décision collégiale. Et puis il y a des moments où ça marche pas. Bon, là, il semblerait que ça n'ait pas marché, que les sympathisants et camarades du PPM avaient choisi Raphaël Séminor, alors que d'autres avaient choisi, et notamment le président, M. Taudiard. Et il y a d'autres qui ont choisi Catherine Concon. Et il y a d'autres, mais c'est pour ça que, après, ça peut être aussi de long cours. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est drôle parce que, de toute façon, lorsque l'on se pose la question politiquement... Alors, on s'est posé tous la question, d'après toi, qui est-ce qui a le plus de chance? Bon, il y a des travaux de long cours, de communication, de persuasion, des rendez-vous, des restaurants, des discussions qui ont eu lieu depuis longtemps. Bon, et puis, n'oubliez pas, la majorité à la CTM est ténue, petite, elle ne tient pas à grand-chose. Donc il y a des personnes qu'il ne faut pas non plus fâcher. N'oubliez pas que, de son côté, Catherine Concon aussi a connu des déconvenues dans son parti lorsqu'elle a, par exemple, décidé de ne pas venir aux législatives. Et certains disaient déjà que c'était une stratégie en vue des sénatoriales. Et c'est le jeu politique. Il ne faut pas s'attendre aujourd'hui à ce que ça ressemble réellement à autre chose. Sauf que ce jeu politique des négos, des ceci, des cela, tant que c'est entre partis, entre groupes et tout ça, c'est pas douloureux. Mais quand c'est votre propre famille politique, moi, en toute sincérité, alors je te taquine, mais quelle marque
pour que tu sois là. Et tu m'aurais dit de quoi? Et je t'aurais dit d'Odecam. Parce que pour que tu sois là, assis après ce qui s'est passé, parce que bon, Raphaël ne va pas le dire non plus, mais mes oreilles ont traîné à la préfecture. Pas moi, mes oreilles ont traîné à la préfecture. Et il semblerait que l'accord, en plus, le fameux accord de se retirer, celui qui était le plus près de l'Alliance et tout ça, c'est surtout un accord entre deux tours dont, Raphaël, tu me dis, ou tu me réponds pas, mais dont il semblerait que tu n'étais pas au courant. Je confirme. Bon, voilà. Non, parce que, donc parce un que accord de parti avec un candidat désigné par le parti qui se fait entre les deux tours ou qui est annoncé au candidat désigné entre les deux tours, ça fait mal. Donc c'est pour ça que je te tire mon chapeau, parce que tu as une Odecam puissante pour pouvoir avaler le truc. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai souhaité que le parti soit exemplaire. Si le parti, en dehors de moi, parce que je n'étais pas au courant, s'est engagé à faire respecter en fait la hiérarchie au premier tour, donc il fallait respecter cet engagement. Donc j'ai été d'accord pour me retirer et pour que le parti sorte grandi de cette affaire. Bon voilà. Mais je regrette parce que rien ne dit que je n'aurais pas gagné cette élection. Ouais. Michel, un mot? Bon. Tu es un habitué des élections, tu es... Bon, c'est la deuxième fois que je participe à une élection sénatoriale. La précédente fois, c'était au sein du Grand Assemblée. Hein, et nous avions choisi au deuxième tour de voter Paquette à l'époque. Bon. Le Grand Assemblée, ouais. C'est-à-dire Alfred Marie-Jeanne. Ouais. Alors, on dit de voter Paquette. Bon. Cette fois-ci, nous avons considéré qu'aucun des candidats ne nous convenait pas. Bon Dieu. Ne vous convenez. Aucun des candidats ne nous convenait. Et par conséquent, moi, j'ai voté blanc. Blanc devant, blanc derrière. Bon. Par conséquent. Et j'ai été conforté par deux choses. La première, c'est quand j'ai examiné... J'ai reçu très, très tardivement, d'ailleurs, les professions de foi. Je ne sais pas si c'est tout le monde pareil, mais j'ai reçu les professions de foi la veille, le samedi. Bon. Je les ai lus. Par la poste. Par la poste. Donc c'est la préfecture qui en est responsable. Bon. Mais, bon. Et puis j'ai lu quand même l'excellent article fait par Santi, qui a interrogé les candidats en leur posant les 3 questions identiques. Bon. Moi, j'ai considéré, je vais être méchant, que les réponses n'étaient pas à la mesure de la situation martiniquaise. Bon. Et par conséquent, et la deuxième chose, c'est quand j'ai vu les jeux, parce que voir les choses, et puis être dedans, être à la préfecture, regarder les combinaisons, les alliances, les regroupements de personnes, les paroles, etc., j'avoue que je n'ai jamais eu beaucoup de considération pour cette élection au suffrage indirect, mais ça m'a conforté dans cette idée. Bon, si c'était le suffrage universel direct, je ne sais pas si c'est ça qui serait sorti. Vous comprenez? Bon. Par conséquent, le fond du problème, est-ce que la Martinique a avancé pour ces problèmes fondamentaux? Je dis non. Nous avons depuis 1 an une réunion du Congrès des élus. Aucun, sauf peut-être aucun des candidats n'a fait allusion à l'évolution institutionnelle. Aujourd'hui, là, le président de la République est en train d'esquisser l'autonomie pour la Corse. Il y va d'ailleurs. Il y va 3 jours. Bon. Et par conséquent... On a loupé le train encore, c'est ça? Hein? On a loupé le train? La Martinique loupe le train. Exactement. Et d'autre part, la Nouvelle-Calédonie, on a publié pour la Nouvelle-Calédonie un certain nombre de dispositions pour un nouveau statut qui renforce, même si les indépendantistes ne sont pas d'accord sur tout,
qui renforce l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Autrement dit, la République française est en train de réaliser que la formule « la République une et indivisible » s'est dépassée. Elle est en train d'admettre que la Corse est un peuple, que les Kanaks sont un peuple néo-calédonien. Bon. Et puis nous sommes en train de faire des petits cancans. Excusez-moi, hein. Bon. Donc voilà le point de vue du Parti communiste. Oui, je voulais faire revenir sur ce qu'a dit Michel, parce que ce qu'a dit Michel est très important. Oui, moi j'ai pas suffisamment de compétences pour traiter de ces arrangements au sein de ce type de suffrage. Ce que je dois dire, c'est que Raphaël Séménor a du courage de venir ici et de... Il a excuse-moi. Bon, pas interrompre, continue. C'est pour te confronter. Oui. Te confronter, oui, il a du courage. J'ai oublié de le dire, Ben, je te remercie. Après coup. Oui, je le souligne parce que là, il faut le faire vu le contexte. Baisse légèrement ton micro, s'il te plaît. Légèrement. Baisse-le. Voilà, ok, merci. Bon, et la deuxième observation que je voulais faire, c'est que disait Michel, nous sommes au niveau du suffrage indirect. Bon, et je vois qu'il y a de grands politologues, n'est-ce pas, qui tirent des conclusions hâtives, à mon avis, sur l'évolution de la politique et l'évolution de certains partis dans ce contexte. Bon, moi, je suis beaucoup plus prudent que cela. Ce qui me se frappe, c'est ce qu'a dit Michel. Effectivement, M. Macron va en Corse parler de l'autonomie. Okay. J'ai écouté les échanges qu'il y a pu y avoir. On parle de la Nouvelle-Calédonie, on parle de la Polynésie, on parle bien sûr de la Corse, mais à aucun moment dans les débats que j'ai pu voir, les commentaires, on a traité des 4 vieilles colonies. Absolument pas. Alors, je voulais le souligner. Et vraiment, je vais dans ton sens, Michel. On va dire c'est normal, nous sommes autonomistes. Mais mais je ne t'ai pas donné... Enfin, je vais que je la remette un peu... bon. Non, ce que je voudrais dire, c'est que à l'heure actuelle, il y a une avancée considérable qui se fait au niveau des concepts traditionnels jacobins français. Il y a incontestablement une évolution. S'agissant de la Nouvelle-Calédonie, j'ai regardé effectivement les propositions qui sont faites. C'est extrêmement intéressant. Alors vous allez me dire que la Nouvelle-Calédonie, c'est la voie de l'autodétermination. Oui. Mais les propositions qui sont faites maintenant, avec l'accord des non-indépendantistes, c'est qu'on reconnaît effectivement, proposition du gouvernement, un peuple calédonien. C'est dit clair et net. Je ne serai pas long. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est que la citoyenneté calédonienne, ce concept-là, est extrêmement intéressant. Il y a la citoyenneté française et la citoyenneté calédonienne. Ce qui permet, n'est-ce pas, aux résidents du territoire de pouvoir, disons, protéger leur environnement, protéger leur territoire et avoir une espèce de priorité d'accès à l'emploi. Les Corses, le point fondamental, ça n'est pas encore accepté par le gouvernement, mais c'est le concept de résident. C'est-à-dire pouvoir faire en sorte que les gens du territoire puissent avoir un accès à l'emploi de façon plus marquée et surtout un accès au logement. Car nous allons y travailler. Nous y travaillons actuellement avec mon petit groupe et il y a une conférence bientôt de fait. Vous allez voir qu'au niveau de l'immobilier, nos jeunes ne sont pas en mesure de se loger. Et la sénatrice Catherine Conconne a pris effectivement une avance considérable dans ce domaine-là et elle a absolument raison. Et ce sont des éléments dont il faut rendre la Martinique attractive. Alors, je termine, puisque bébé va m'engueuler, comme d'habitude. Mais je voudrais quand même, moi je suis
mis à part, mon Dieu, les événements que tu as connus, Raphaël, mais c'est la semaine des Catherine. Catherine Conconne a été élue brillamment. Catherine Rodap. Catherine Conconne, je ne sais pas. Tu vois qu'elle met. Je demande Là, une sanction je fais contre bébé. exprès. Bon, alors, Catherine Conconne, oui, elle a une carrière politique remarquable, elle a su franchir le Rubicon de façon remarquable et elle atteint ce résultat. Excellent. Et je crois, et je dois dire que je la connais bien, j'ai un peu de tendresse pour Catherine, parce que je l'ai connue, Raphaël, à la RDTM. Elle était ma jeune collaboratrice à la RTM il y a de cela, en 1984-1985. Et moi, je trouve cela réconfortant. C'est une fille qui a travaillé, elle s'est positionnée, elle a pu se sortir, n'est-ce pas, de difficultés. Et puis, je suis très, très heureux, oui, de l'élection de Maître Catherine Rodap, n'est-ce pas, à la tête du MEDEF. Elle a été brillamment réunie. Et c'est une femme très brillante, d'une juriste remarquable, puisque je l'ai connue longuement au sein de la vénérable faculté de droit et d'économie de la Martinique. Donc, bravo, les femmes s'imposent et j'en suis satisfait, bien que tu penses que je suis un machiste. Bon, j'en ai terminé. Bon, j'ai fini. Alors, un vieux réal. Est-ce qu'on peut dire un mot quand même? Oui, Raphaël. Oui, sauf si Béatrice voulait intervenir. Non, vas-y. Non, vas-y, j'interviendrai Pas après. pas créer de... Ne Alors, t'inquiète pas. non, soyons un peu mesurés quand même concernant la Corse. J'ai écouté à la fois Macron et à la fois Jean-Guy Talamoni, indépendantiste. Il n'est pas content du tout. Oui. Pourquoi? Parce que co-officialité de la langue, niet. Peuple, niet. Peuple, oui. Reconnaissance du peuple, non. Nouvelle-Calédonie. Non. Peuple. Je parle de la Corse. Hein. D'accord. Ah oui, d'accord. La possibilité d'élaborer des lois, niet. Et que dit Macron? Macron dit, rien que l'État, vous restez dans la République, mais on va vous offrir effectivement quelques facilités pour que vous soyez un peu plus responsable sur votre île. Raphaël, je suis d'accord avec toi. Le statut de résident, ce n'est pas encore gagné. Non, mais... Alors, ça veut dire que les indépendantistes, Jean-Guy Talamoni à la tête, pensent qu'on leur a offert epsilon, c'est-à-dire pas beaucoup de choses. Non. Donc ça veut dire qu'il faut... On sent bien, mais je suis d'accord avec toi, Philippe, hein, sur le fait qu'on sent bien qu'il y a un mouvement qui est en train de s'accélérer. Macron propose de faire rentrer la Corse dans la Constitution française. Je reprends ces termes, hein, parce que je l'ai bien écouté aujourd'hui. Alors ça veut dire que nous pouvons prendre ce chemin-là également. Et c'est la revendication qui est exprimée par Serge Letchimy. Il faut lui rendre grâce de ça. Sauf que nous avons une population avec un problème d'acceptabilité et peut-être de capacité, parce que nous n'avons pas encore élaboré de projet. Le projet pour la Martinique, c'est en cours. La preuve, c'est que le Congrès se réunit aujourd'hui, à plusieurs reprises, etc., pour former le projet. Le projet n'est pas encore définitif. Il faut le former avant et s'assurer de la capacité de nos concitoyens et surtout de leur acceptabilité. Donc c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on requiert l'adhésion de la population sur ce nouveau projet. Et nous n'y sommes pas encore. Il faut avancer pas à pas. Alors que la Corse est beaucoup plus prête. La preuve, c'est que la Corse met à la tête de ses institutions des autonomistes et des indépendantistes. Oui, mais les Corses sont plus audibles que nous. Bon, un certain nombre de... Ils sont plus... Oui. Mais non, mais quand je traversais les communes de la Martinique, je leur disais, attention, c'est vrai que les Corses ont pété des bombes et puis ils ont assassiné un préfet. Mais attention, il faut faire attention à ça. Il faut que nous restions raisonnables dans notre manière de faire. Nous sommes raisonnables, mais moi je ne partage pas totalement ton avis parce que, je te le dis, moi je pense qu'on peut faire comprendre, n'est-ce pas, à nos compatriotes qu'il faut évoluer dans le contexte que nous avons. Le président de la République, il a dit, hein, pas d'autonomie contre l'État ou sans l'État. Hein. Exactement. Il a même fait un pléonasme, l'autonomie, ça ne peut être que dans le cadre de la République française. Exactement. Or le concept césarien d'autonomie, c'est ça. C'est ça, c'est l'intégration à l'entente. Alors ce que je dis simplement, c'est que nous devons travailler. Si nous voulons, n'est-ce pas, que nos compatriotes, n'est-ce pas, approuvent ce que l'on fait, il faut leur présenter un projet. Le projet n'est pas encore là. Et
je continue. Mais il est en train de se former. Raphaël, oui, vous travaillez. Mais ce que je dis... C'est un dialogue. Ce que je dis, je terminerai. Parce que là, en tant qu'antillais, je suis assez déçu. Il faut travailler. Or, si tu veux, les gens qui travaillent, on les appelle, et puis au moment où on ne les appelle plus. Ce que je dis, c'est qu'il faut travailler. Et ceux qui peuvent travailler, qui doivent travailler, ce sont ceux qui sont sur place et qui sont en mesure de voir. Et je me suis aperçu souvent que l'on faisait appel à des chercheurs de l'autre bord. Oui. Ces chercheurs de l'autre bord, n'est-ce pas, racontent des fadaises et souvent sont rejoints par des groupes qui font en sorte de dire des contre-vérités souvent. C'est simplement ce que je dis. Mais je sais que les choses ne sont pas encore faites. Alors, si vous permettez, deux petites secondes, 2 petites minutes. Moi, je pense qu'il faut convaincre la population. Et pour la convaincre, il faut faire quoi? Il faut faire l'inventaire des thématiques pour lesquelles nous devons absolument adapter les textes et les règlements qui viennent de France hexagonale pour que nous puissions détecter les difficultés et les problèmes, afin que nous puissions proposer une avancée de telle sorte que, effectivement, nous voyons la vie de nos concitoyens s'améliorer. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, nous parlons d'autonomie, nous parlons d'indépendance, mais nous n'avons pas formé le projet. Donc forcément, les gens se disent, mais pourquoi changer? Nous avons connu une évolution depuis la départementalisation. Il faut le dire, bon, c'est vrai que il y a moins de misère, il n'y a pas de mortalité infantile, etc. Le niveau de revenu, c'est un peu élevé. Bon, il se trouve que nous avons des difficultés encore parce que nous avons un chômage qui est endémique et qui est à peu près à 20% de la population active, c'est vrai. Et puis, nous avons des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Ils sont à hauteur de 25% de la population active. Donc, tout ça fait que nous devons changer le modèle. Mais pour changer le modèle, il faut cette acceptabilité de la population. Et pour le faire, il faut que le projet soit à la hauteur des ambitions. Et il faut les convaincre. Alors, pardonnez-moi de revenir sur les élections sénatoriales parce que vous connaissez très bien tout ça, les élections sénatoriales, mais le grand public, le public qui nous regarde, ne connaît pas exactement comment les choses se passent. On veut emmener le peuple, on veut que le peuple suive, mais il faut aussi que le peuple comprenne ce qui se passe. Bien sûr. Donc, concernant les élections sénatoriales, comment on peut expliquer aux Martiniquais qu'il y avait une alliance pour pouvoir gagner la CTM? Il n'y a pas longtemps, hein? C'est dans la tête de tout le monde, il y a 2 ans. Comment aujourd'hui l'alliance, j'ai envie de dire, n'a pas été respectée, par exemple, pour cette élection, et cette élection sénatoriale. Logiquement, que l'alliance, tu t'es élu, Raphaël, et peut-être même deux. Frédéric Buval, il fait partie de l'alliance. Alors, j'entends ça et là, mais ils n'ont pas traîné à la préfecture comme bébé, mais j'entends ça et là que Bruno Nestor Azéo a fait voter pour le maire de Trinité parce que le PPM n'avait pas soutenu le candidat aux législatives l'année dernière. Donc, c'est un baïsanzolé. Donc, je ne sais pas comment... Il faut expliquer ça au peuple aussi. Oui, d'accord. Parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. C'est une élection quand même assez particulière. Alors, Bruno Nestor Azéo se réfère à une parole qui a été prononcée par Didier Laguerre, mais qui a été rectifiée tout de suite par Serge Letchimy. Puisque Didier n'est pas dans une logique qui consiste à ne pas reconnaître un candidat qui a été désigné globalement par l'Alliance. Bon, donc, il avait besoin de reprendre sa liberté, je me permets de le dire, tout de suite en annonçant que son option, c'était le ticket Conconne-Buval. Malheureusement pour nous, je le dis pour nous et certainement pour moi, c'est que ce ticket est allé au-delà de ces 2 communes, c'est-à-dire Sainte-Marie et Trinité. Puisque quand on ouvrait les enveloppes à la préfecture, on voyait, pour un assez grand nombre, le ticket qui apparaissait, Conconne-Buval, systématiquement, pendant de nombreuses fois. Donc ça veut dire que c'est allé au-delà des 2 communes en question, c'est-à-dire Sainte-Marie et Trinité. Alors, qui a voté pour ce ticket? Je ne le sais point. Enfin, je ris quand je dis ça. En disant probablement ça, le Lamentin. Je ne sais pas quelle consigne a été donnée par David Zobda, mais il n'empêche que David Zobda avait annoncé très tôt, lors de la rentrée politique de son parti, qu'il soutenait Catherine Conconne. Bon. Ce sont 2 coups de canif
je l'ai dit devant la presse suffisamment souvent pour qu'on l'entende, ce sont 2 coups de canif qui ont été donnés au contrat. D'abord par David Zobda, puisqu'il a dit « je soutiendrai Catherine Conconne » et il a dit en plus « personne ne devra me dire ce que je devrais faire pour les sénatoriales ». Bon, donc ça veut dire que la cohésion de groupe, est un peu... n'est pas forcément respectée. Donc chacun reprend sa liberté, il n'y a plus d'alliance. Chacun reprend sa liberté. Donc ça veut dire qu'il faut revenir en discussion avec l'ensemble des membres de l'Alliance pour reformer cette cohésion. Reformer cette cohésion, puisque c'est nécessaire. Il faut rappeler que nous avons encore 5 ans de mandature d'ici à mars 2028, parce qu'il s'agit de ça, les élections régionales et à la CTM sont fixées à mars 2028. Il y a encore 5 ans, un peu moins de 5 ans de gestion de cette collectivité. 3 ans pour les municipales. 3 ans pour les municipales, 2026. La raison pour laquelle ça a été reporté de 2027 à 2028, c'est qu'en 2027, il y a les présidentielles et les législatives, bien entendu. Donc, installer 3 élections majeures dans le paysage électoral français, c'est un peu beaucoup, surtout qu'on assiste déjà à une certaine défection de l'électorat qui ne fréquente plus comme avant les bureaux de vote. Donc, c'est forcément une décision logique qui a été prise de fixer les élections en 2028, les élections à la CTM comme pour les régions. Donc, il y a ces 5 années à gérer. Ceci peut permettre d'expliquer que Serge Letchimy a essayé de refaire la cohésion, de remettre au goût du jour cette cohésion qui a reçu quelques coups de canif. C'est pour ça qu'on est déjà au-delà de Sainte-Marie et de Trinité. Je ne vais pas dire plus, mais bon, ce sont des hypothèses que nous évoquons, mon groupe et moi, pour expliquer que, alors que nous pourrions être à plus de 250 voix dès le premier tour, nous sommes restés à 161 voix. Ceci permet d'expliquer cela. Bébé? Oui. Tu voulais intervenir? Oui. Ah, j'ai failli... T'endormir? Ouais, c'était long. Non, pas m'endormir. J'écoute quand même avec attention et respect les interventions des uns et des autres. J'ai seulement oublié quand même de féliciter les 2 sénateurs élus, dont un ancien camarade du Parti socialiste, Frédéric Buval, dont j'espère d'ailleurs, parce que la question a été posée très peu, Catherine l'a dit, elle ira siéger au groupe socialiste et apparenté, mais la question ne semble pas avoir été posée à Frédéric Duval. Si, la question lui a été posée, mais il a dit qu'il ne sait pas encore. C'est ça. Bon. Donc j'espère qu'il ira bel et bien siéger également au groupe socialiste apparenté. Alors que dire juste... Pendant que tu parles des socialistes, la droite reste majoritaire au Sénat, je crois. Tout à fait, mais la gauche s'est renforcée dans ces dernières élections. Le Sénat avec les écolos. Le Sénat s'est rajeuni. Alors, avec les écolos, parce qu'un accord a été passé entre les socialistes, les écologistes et les communistes, d'ailleurs, qui sont ceux qui, à gauche, sont le plus présents de façon territoriale. Donc, sont dans les mairies, sont dans les conseils généraux et les conseils régionaux. Donc, constituent un corps électoral qui permet d'avoir un peu plus de... Aujourd'hui, au parti 70, je crois qu'on monte à 100 et quelques pour la gauche dans son ensemble. Bon. Je crois que ce qu'il faut également dire aux téléspectatrices et téléspectateurs et à nos compatriotes, c'est le rôle, et d'où l'importance, parce que c'est pas simplement un jeu d'élection et tout ça. C'est aussi le rôle que ces personnes auront auprès de groupes pour pouvoir faire infléchir la loi sur un certain nombre de sujets. D'accord ? Moi, j'ai envie aussi à chaque fois de répéter à nos compatriotes, il ne s'agit pas de dire « Ah, c'est bien, c'est en monde commune, moi, ah, moi bien, mettre à là. » Bon, il y a un moment où il faudra quand même... Bien, il y a là quitté là. Ouais. Bon, mais on a vu aux législatives des personnes sortir de nulle part au prétexte d'un écusson, au prétexte de « Ah, mais c'est un type vous quittez, mais un type de la commune, hein. » On n'a jamais entendu. On ne sait pas ce que la personne pense. On ne sait pas ce qu'elle est susceptible de porter, mais on vote pour elle aux élections législatives. Et demain, quand on voit les lois passer, retraite... Hein? Tu parles de Johnny Aja? Non, je pensais au Gros Morne. D'accord. J'étais sur le Gros Morne. Et quand on voit
après les lois passées, et puis qu'on regarde qui a voté quoi, et puis qu'on dit « Ah, mon Dieu, monsieur a voté pour ça », eh bien, on est étonné. On est étonné soit parce qu'on n'a pas été voté, soit parce qu'on a été mettre un bulletin, juste parce que Tifi Djimounlan t'es qu'appelé nous. Alors qu'on n'a pas écouté. Il faut remettre de la pensée politique. Mais il faut quand même que les Martiniquais et les Martiniquais arrivent à se réintéresser, non pas à ce que l'on a... C'est vrai, on a fait un peu, peut-être, le descriptif d'un jeu partisan. La politique, c'est l'organisation de la cité. On peut faire de la politique sans être dans un parti. D'accord ? Ça existe. On peut s'intéresser à la politique sans être partisan. Les gens décrivent tout le temps la politique en disant « Ouais, mais les politiques ceci, les politiques cela ». Mais c'est la vie de l'organisation de la cité. Le prix du carburant, de la TVA, de l'octroi de mer, les services publics, l'aide aux associations, tout ça, c'est de la politique. De toute façon, tous les jours... Et il y a une petite phrase qui dit « Ne t'inquiète pas, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. » Parce que de toute façon, tout ce qui se passe en dehors de la sphère, et même parfois dans la sphère familiale, mais relève de la politique, donc relève de l'organisation de notre société. Bon, et donc j'attire l'attention de nos compatriotes sur le fait qu'il faut être vigilant, sur le rôle des élus qui ont vocation à nous représenter. De ce côté-là, moi je salue d'ailleurs le travail des uns et des autres, et je salue le travail des parlementaires en groupe, qui n'est peut-être pas suffisamment d'ailleurs valorisé, et les votes qui peuvent être choisis pour ou contre un certain nombre de choses. Mais je crois qu'il faut sortir de la politique politicienne ou partisane pour après aller regarder ce qui nous intéresse. Tout à l'heure, les camarades sur le plateau ont parlé de la question institutionnelle. Je crois qu'au-delà de cela, et pourquoi il y a un désintérêt, c'est qu'on le veuille ou pas, il va falloir qu'on montre et qu'on arrive à réenchanter par la confiance qu'on pourra rétablir. Et la confiance se rétablit par le résultat. Quand Philippe dit qu'il faut travailler, c'est pas travailler seulement dans son coin, c'est pas compter sur ses forces vives quand ça nous fait plaisir. Il faut associer la population au choix que l'on va faire sur ce territoire. Il va falloir aussi associer en montrant à cette population qu'on est capable de donner des résultats probants. À l'heure où il fait 40 degrés dans les salles de classe, qu'on nous parle de plein de choses. Qu'est-ce que les gens réalisent ? Que leurs enfants crèvent de chaud dans l'école, qu'on a été incapable d'acheter 3 ventilateurs, que parfois sur les 6 toilettes dédiées dans une école primaire, il y en a 3 qui ne fonctionnent pas. Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, on avait un match international de football, que nous nous sommes tapés la honte. Ah oui. D'accord ? Et la convocation d'ailleurs du responsable de la CONCACAF en Martinique. D'accord ? Parce que le stade n'était pas coupé, la pelouse n'était pas coupée comme il le faut. Je me rappelle, je vous dis, de ce match de boxe où un Martiniquais a remis sa ceinture internationale, mondiale en jeu, qu'il a voulu le faire en Martinique, et où un fil de fer tenait un rouleau de papier toilette. Alors, je veux bien qu'on ait des grands principes sur un tas de choses. Il faut avoir des grandes idées, il faut rêver, il faut penser ce que ce peuple et ce pays sera dans 20 ans. Mais de grâce, montrons des signes aussi dans le quotidien de responsabilité et d'évolution. Bien. Tu voulais intervenir, Philippe? Non, je voudrais dire quelque chose sur... Oui, je crois qu'il faut effectivement innover. On est souvent surpris par des textes qui nous tombent, n'est-ce pas, sur la tête. On n'est pas courant. Et je pense qu'il n'y a pas suffisamment... Pas une critique négative que je fais, c'est essayer d'innover. C'est-à-dire, j'imagine, mais mettre en place au niveau du Parlement une sorte d'observatoire géré par les ultramarins. C'est-à-dire avec deux missions possibles. D'une part, repérer les textes, n'est-ce pas, qui vont être proposés et immédiatement voir les conséquences que cela peut avoir sur notre réalité ultramarine. Et puis aussi, l'observatoire qui pourrait faire des propositions à partir des différents territoires. Je ne sais pas, je pense qu'il y a, et c'est ce que disait Bébé, il faut une certaine cohérence, n'est-ce pas, quelles que soient les idées ou la philosophie politique, mais être effectivement vigilant pour pouvoir faire en sorte de suivre les textes qui risquent de nous appliquer et aussi
mettre en avant les textes qui nous permettront d'évoluer. On avait même parlé d'un droit, peut-être même affecté à nos territoires. C'est-à-dire que nous avons des particularités. On ne va pas toute notre vie dire oui, nous avons des particularités, nous avons des singularités. C'est-à-dire qu'à chaque fois on se bat, à chaque fois, en fait, ce qui se passe encore maintenant, dès qu'il y a un texte qui est susceptible d'être observé, une loi qui est susceptible d'être prise, les collectivités sont, notamment d'outre-mer, sont sollicitées pour donner leur avis. Soit dit en passant, l'État n'en a tellement rien à faire que le texte arrive alors que la loi a déjà été votée. Ce n'est qu'un avis consultatif en plus. Ah oui, bien sûr. Et moi j'ai connu ça au Conseil général où effectivement nous examinions des textes. Je faisais partie de la commission des textes, c'était présidé d'ailleurs par Rodolphe Désiré. Et en fait, finalement, lorsque nous examinions les textes, ils étaient déjà appliqués. Alors, mais je veux rebondir sur ce que tu disais, Philippe, tout à l'heure. Je suis allé, en faisant le tour des communes, c'est pour parler des textes dont il faut faire l'inventaire pour les adapter. C'est la première démarche que nous devrions faire pour effectivement améliorer le confort de vie de nos concitoyens. Je suis allé à Sainte-Anne et parmi les élus, il y avait un agriculteur. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, écoutez, vous parlez effectivement d'autonomie alimentaire, des choses comme ça, mais figurez-vous que lorsque je dois obtenir une autorisation de défrichage, je dois m'adresser à l'ONF puis à la DAF. On me demande 10 € par mètre carré ou quelque chose comme ça. Ça me fait, si je dois défricher 5 hectares, ça me fait 5 000 €. Imaginez-vous un jeune agriculteur qui n'a pas les moyens. Il va donner de l'argent à l'État français, parce que ce n'est pas la Martinique, à l'État français, pour qu'il puisse développer son activité. Là, c'est un non-sens. Il doit verser 5 000 €. Il ne pourra jamais verser 5 000 €, parce qu'il arrive à peine à se payer un salaire par son activité, par l'exploitation de son lopin de terre. Il veut défricher, la terre lui appartient. L'autorisation peut lui être donnée parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Eh bien, on lui demande 5 000 € pour 5 hectares. Donc, tout ça pour vous dire que c'est des petites choses comme ça qui permettent d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. Il faut que nous soyons attentifs à ça. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que le rapport avec l'État français change. C'est une obligation. Mais, j'ai parlé tout à l'heure de faire accepter tout cela par la population, qui n'est peut-être pas consciente totalement de la nécessité de tout ça, mais il faut qu'on arrive à la convaincre. Et des petits exemples comme ça sont très éloquents en l'occurrence. Voilà. Michel, je suis d'accord avec toi. Il est évident que moi je ne pose pas ce que tu appelles les problèmes du quotidien et les grandes idées. Les deux sont liés et par conséquent pour précisément s'intéresser à ce petit problème dont tu parles, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision. Par conséquent, ceux qui disent les problèmes institutionnels, les grandes idées, tout ça, et puis intéressons-nous aux problèmes des Martiniquais du quotidien. Non, c'est pas ma pensée. C'est une manière de déconsidérer la politique. Michel, tu imagines bien que nous sommes tous d'accord avec ce que tu dis. C'est une manière de déconsidérer la politique. Nous sommes tous d'accord avec ça. Et d'autre part, je voudrais parler... Laisse Michel parler. Je voudrais parler des partis politiques et de la politique. Les partis politiques, dans la Constitution, c'est eux qui animent la politique. La vie. Okay? Ils sont nécessaires à la politique. Croire qu'un individu sort comme ça, parce qu'il a une élection sénatoriale, et dit « je suis sans étiquette, je ne reçois d'ordre de personne, et je fais ce que je veux », eh bien c'est se préparer à ce que disait tout à l'heure Béatrice Bellé, à des déconvenus, parce qu'il peut voter n'importe quoi, suivant les pressions du moment. Si l'on vend la Exactement. Par conséquent... Attends, mais c'est selon le vent ou bien selon ce qu'on donne sous la table? Eh bien, exactement. Eh bien, c'est les deux. Je te signale qu'un sénateur qui est mort récemment, d'ailleurs, qui était un grand sénateur, disait que pour se faire élire, à l'époque, c'était en francs, il prenait un billet de 500 francs, il le déchirait en deux, il donnait au grand électeur la moitié,
Il dit, les mancailles élus, mancailles bon, l'autre moitié. Bon, prenons la parenthèse. Alors, donc pour terminer ce que je voulais dire, c'est que pour redonner à la politique ses lettres de noblesse, il est certain qu'il faut que les débats, notamment pour le Sénat, parce que le Sénat est une assemblée qui vote des lois, bon, qui vote le budget, qui est l'assemblée des collectivités locales, et par conséquent, il est certain qu'il aurait mieux valu qu'il y ait un débat. Bon, on dit que Concon a été élu. Bon, d'accord, très bien, mais Concon, c'est la jeune chambre économique. Hein. C'est-à-dire, c'est une personne de philosophie néolibérale, et son suppléant n'est autre qu'un républicain, c'est-à-dire le maire de droite de Saint-Pierre. Bon, donc on a voté pour une sénatrice qui a des philosophies de droite. Ah, je pensais que tu avais parlé du maire de Saint-Esprit. C'est ça? Et aussi. Donc c'est Saint-Pierre. Ça m'a permis de voir. Ça m'a permis de voir à la préfecture que tous ces gens-là l'entouraient. Bien. Oui, mais elle dit avec force qu'elle est césarienne. Wow. Non, mais ok. Elle conserve les valeurs. Ça, tout le monde est césarien. Non, césariste. Il ne faut pas confondre césariste et césarien. Nuance. Attendez, non. Bon, alors. Ça c'est. L'heure avance, on a d'autres sujets. Michel, tu as la parole. Garde-la pour me dire en 2 mots ce que tu penses. La Martinique est désormais la région la plus âgée de France. Ah, bon, ben écoute, et ça fait des années qu'on dit ça. Ouais, c'est une piqûre de rappel intéressante qui confirme un phénomène. Mais ce qui confirme surtout, depuis 2 ans, c'est que le nombre, c'est-à-dire le solde naturel est négatif. C'est-à-dire, autrement dit, le nombre de décès est supérieur au nombre de naissances. Et ça, depuis 2021. Ouais. Bon, autrement dit, ce phénomène-là a été signalé par un démographe martiniquais qui s'appelle Claude Valentin-Marie depuis 2007. Et notamment, il a alerté le président du Conseil général de l'époque, du départ des études. Et il a écrit que c'est, entre autres, il y a différents facteurs, hein. Il y a des facteurs sociologiques sur le désir d'enfant, etc., etc. Bon, ouais. Mais quand même, c'est les conséquences à distance des années baby-boom, hein, 1960, 1970. Hein. Autrement dit, en matière de démographie, les causes des phénomènes que nous vivons ont quelquefois des causes lointaines. Et si on veut inverser, parce qu'il y a une prise de conscience, brusquement, les gens découvrent que la Martinique devient un pays vieux et que les jeunes partent. Mais ils découvrent ça comme ça maintenant. Mais si on veut inverser la dynamique, il faut prendre des décisions, mais qui n'auront malheureusement pas d'effet immédiat. D'effet tout de suite. Autrement dit, nous avons l'un des effets principaux de cette situation, on l'a déjà en ce moment, c'est la baisse de l'activité économique. 1% de baisse de la population par année, c'est 1% de croissance économique en moins. Et c'est 1% d'emploi en moins. Voilà. Ok, Philippe. C'est aussi simple que ça. Est-ce que les infrastructures que nous avons ici à la Martinique pourront pas régler le problème, mais est-ce qu'on pourra recevoir pour les EHPAD? Est-ce qu'il y a suffisamment d'EHPAD pour recevoir ces personnes âgées? Il y a des concepts nouveaux qui se mettent en place, ces maisons individuelles qui sont offertes à plusieurs seniors afin d'éviter l'EHPAD. Okay, mais je sais que maintenant il y en a 2 ou 3 ici. Et je ne sais plus dans quelle commune il y a eu une intervention. Non, pour le moment, non. Je ne pense pas qu'il y en ait suffisamment, vu le nombre de gens âgés. Ce que je voudrais dire, c'est que pour pouvoir améliorer les choses, effectivement, c'est pas demain la veille.
Mais il faut prendre un certain nombre de mesures. Alors, bien sûr, il y a un tarte à la crème, là. Il faut rendre la Martinique attractive. Non. Pour rendre la Martinique attractive, bien sûr. Il y a, je vous dis, le problème des jeunes qui n'arrivent pas à se loger. Donc, je vous dis que nous faisons une étude sur cette situation immobilière où on montre l'importance de la question. Et c'est un effet extrêmement fort sur les jeunes et qu'il faut prendre des mesures, lesquelles, je ne sais pas, on ne pourra pas aller dans le concept de résident, c'est pas demain la veille que ça pourra se faire. Mais il faut envisager ces différents aspects. Et j'entends dire le niveau des salaires. Alors j'entends dire le niveau des salaires est le même ici que là-bas s'agissant... Non, c'est pas vrai, moi. J'ai des enfants, enfin j'ai une fille qui est manager, bon, elle voulait revenir ici et le niveau de salaire n'a rien à voir. Donc il faut faire en sorte... Et puis je pense qu'il faut développer les formations, développer la formation sur place, afin effectivement que nous puissions inventer, innover dans de nouvelles recherches, et surtout que nous sommes dans un paradis, là, avec le soleil, la mer, et là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des formations qu'ils ont mises en place, d'ailleurs, au lycée Chelch, il y a une formation d'ingénieur qui vient d'être mise en place. L'INSA, ouais. Oui, l'INSA, c'est une excellente chose, et nous avons un certain nombre d'instituts de formation, d'universités qui sont en mesure d'ouvrir cela. Plus on formera, plus on aura de jeunes, et il va y avoir un effet d'entraînement. On va créer nécessairement des entreprises, et puis il faut développer les contacts avec, dans notre cadre caribéen. Il y a des choses à faire, mais enfin, il faut que nos projets voient le jour. Ok, et voir dans quelle direction l'on doit aller. Si on n'a pas ça, tout à fait. On n'a pas de cap. Alors, ce qui a été dit par Michel et par Philippe est tout à fait exact. Bon, ça se complète. L'INSEE nous donnait 400 000 habitants il y a 20 ans. Nous devrions être à 400 000 habitants il y a 20 ans. Nous perdons 4 300 habitants par an depuis 20 ans. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près à moins de 350 000 habitants ici. 345 000, c'est ça? Oui, c'est ça, 345 000 habitants en Martinique. C'est extrêmement grave. Je ne sais pas si on a pris la mesure de ce phénomène-là. Nous devrions être 250 000 en 2040, avec 40% de la population âgée de plus de 60 ans. Ça veut dire que toutes nos forces vives seront parties, pardon. Et donc ça crée un problème très grave. Si nous parlons des EHPAD, il faut savoir que 90% de nos personnes âgées touchent moins de 1 000 € par mois. Comment vont-elles faire pour payer effectivement la prestation en EHPAD? C'est impossible. Quoi par mois à peu près? Comment? 3 000 €. 2 000 ou 3 000 €. 3 000 €. Ça veut dire que la collectivité devra contribuer pour pouvoir permettre à ces personnes âgées de trouver un hébergement dans les EHPAD. C'est impossible. C'est impossible parce que toutes ces personnes n'ont pas un bien qu'on pourra vendre pour se payer par la suite. De manière générale, non. La procédure. Donc, ça veut dire qu'il faut véritablement un plan Marshall. Enfin bon, c'est un peu tarte à la crème, je reprends un peu ton terme, mais il faut un plan Marshall. Il faut une sensibilisation, mais à outrance de toutes les forces de la Martinique, les autorités publiques, mais pas seulement, pour qu'on puisse développer tout un système pour inverser la tendance. Alors, tu parlais d'attractivité tout à l'heure, Philippe. Le problème, c'est ça. C'est que si nous n'avons pas d'emploi pour nos jeunes, ils vont devoir partir. Nous parlions de flux migratoires. 50% du flux sont représentés par des jeunes de 18 à 28 ans. Ça veut dire que c'est vraiment les forces vives de ce pays qui s'en vont. Comment faire? Aujourd'hui, nous sommes un pays comptoir, c'est-à-dire que nous importons 80% de ce que nous consommons. Ce n'est pas possible. J'ai dit partout, je suis enragé chaque fois que je vais dans un supermarché, que je suis obligé d'acheter des citrons et des oranges venant de Colombie et des ananas et des ignames venant de Costa Rica. Il y a un problème. Nos jeunes agriculteurs... On ne connaît pas la traçabilité, on ne sait pas si ça... Bien sûr, la traçabilité, c'est encore une autre affaire. C'est encore une autre affaire. Mais là, ça veut dire que nous avons un véritable problème. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de cultiver
d'exploiter nos terres pour pouvoir produire pour les besoins des Martiniquais. Et ce n'est pas possible. Moi, je veux dire que là encore, il faut inverser la tendance parce qu'on a beau dire, oui, les Martiniquais, bon, ils ne veulent pas travailler, effectivement, sur les exploitations agricoles. C'est faux. À partir du moment où on va leur garantir un revenu concernant leur travail et le métier exercé, moi, je suis à peu près certain qu'ils accepteront, plutôt que de partir dans l'au-delà. Enfin, dans l'au-delà, pardon, au-delà de nos mers. De nos mers, pardon, je m'excuse. Au-delà de nos mers. Donc, je suis à peu près certain, ils ont envie de rester chez eux. Oui. Alors, que faire? Aujourd'hui, la banane et la canne représentent essentiellement nos cultures d'exportation. Pour ce qui concerne l'agriculture, nous n'exportons rien. En dehors du pétrole, bon, mais c'est la Sahara qui exporte vers la Guyane et la Guadeloupe. Ça veut dire qu'il nous faut permettre à nos entreprises de pouvoir trouver des débouchés. Et les seuls débouchés possibles, c'est dans notre géographie cordiale, c'est-à-dire la Caraïbe. Et pour ça, il faut faire quoi? Il faut absolument que nous revoyions avec l'Europe les normes qui nous sont imposées. Parce que les normes ne sont pas les mêmes. Et nous sommes bloqués dans nos rapports et dans nos échanges avec nos frères de la Caraïbe. Et c'est le seul territoire de débouché qui nous est offert aujourd'hui. Parce que nous échangeons avec la Caraïbe à hauteur de 5% seulement de nos échanges. Et 70% avec la France, essentiellement avec la banane et la canne, enfin le rhum. Le sucre, nous importons du sucre. Il n'y a qu'une seule unité industrielle dans ce pays qui fabrique du sucre, c'est le Galion. Nous importons parce que nous n'arrivons même pas à satisfaire nos besoins, les besoins de notre population. Donc vous voyez, ce sont tout ça, plusieurs chantiers qu'il faut ouvrir. Et c'est pour ça que je parle de plan Marshall. C'est des chantiers qui sont énormes qu'il faut ouvrir pour pouvoir permettre de renverser la tendance et permettre à nos jeunes de rester et à certains d'entre eux de revenir. Et ce n'est pas avec les mesures cosmétiques qu'on va y arriver. Hein. C'est clair. Bébé, Béatrice Belli. C'est encore de la tarte à la crème, malheureusement. Ça fait 20 ans, je suis désolée de le dire, ça fait 20 ans qu'on entend les mêmes choses. Il faudrait... C'est bien ça le problème. Ça fait 20 ans que Claude Valentin-Marie dit « Attention, vous allez... La Martinique, spécifiquement, il l'a dit, précisément, il a écrit « La Martinique va devenir, dans les années 2000 et quelques, le département le plus vieux de France. » Ça y est. Ça y est. Bon, alors tu sais, Michel, quand tu dis... Moi, je n'oppose pas les principes. J'ai bien précisé. Je pense qu'il faut penser de façon... avec de la hauteur et de la précision et avec... en général, c'est ce qu'on fait avec les universitaires, d'ailleurs, qui passent leur temps à réfléchir à des choses. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut que l'on arrive à réfléchir. Mais au final, vous voyez bien... Vous parlez tous des problèmes, malgré tout, qui touchent au quotidien des Martiniquais et sur lesquels, jusqu'à maintenant, malgré les répétitions, il n'y a pas de solution parce que nous n'avons plus d'imagination. Mais pourquoi? Parce que nos forces imaginatives s'en vont. Pourquoi aujourd'hui il y a un solde négatif et qu'on a presque autant de décès que de naissances, sinon plus de décès? Mais c'est parce que les gens sont vieux, donc ils meurent. C'est logique, en fait. On est le département le plus vieux, donc c'est normal qu'on ait plus de gens qui meurent, puisque quand on est vieux, en général, oui. Malheureusement, il y a un moment où on passe l'arme à gauche. Voilà. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plans Marshall qui auraient dû être pris au moment où on nous disait déjà, d'accord, qu'il fallait inverser la tendance, qu'il fallait, parce qu'on dit virer. Mais en fait, le problème, il n'est pas dans le virer, il est dans le rester. Ok? Il est dans le fait de pouvoir maintenir. Et quoi de mieux que d'avoir des forces vives qui vont inventer, qui vont créer, qui vont dynamiser. Quand vous avez 20 ans, vous avez le temps, peut-être 10, 15 ans, pour voir une entreprise, votre entreprise, prendre de la force, grandir et tout ça. Ça ne se fait pas en 2 minutes, hein. Vous avez le temps, donc il faut permettre à nos jeunes de rester. Philippe disait, on ne peut pas se loger, évidemment. À 5 000 € du mètre carré, comment vous voulez qu'un jeune couple achète un appartement? Pourquoi ça ne fait pas partie des sujets qu'on met sur la table aujourd'hui pour pouvoir débattre, pour être un peu comme les Corses et dire non,
Il faut que quand on est résident martiniquais, on puisse avoir accès au logement. Il faut également que dans le cadre du logement dit social et tout ça, qu'on ait de l'accession au logement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si vous gagnez plus que le SMIC, vous n'avez pas accès à un logement social en Martinique. D'accord? Il n'y a pas de mixité dans les logements sociaux, sauf des personnes qui ont connu ou qui sont là depuis très longtemps et qui sont là depuis 30 ans et qui payent un surplus de loyer ou qui ont connu une embellie professionnelle et à qui on demande de payer un peu plus de loyer que ceux qu'ils avaient connus au début. D'accord? Mais la réalité, c'est comment on fait pour garder ces gens? Comment on fait d'ailleurs quand on fait que de se détester? Comment on fait? Et Nadia Chonville, qui est passée sur une chaîne nationale hier, le disait. Comment on fait aujourd'hui pour s'aimer un peu plus et pour faire en sorte que nos jeunes restent? Si on n'y met pas le prix, parce que ça a un prix, les politiques publiques ont un prix, et c'est pas le prix de la parole, c'est de l'argent. C'est de l'argent, c'est des moyens. Je rappelle d'ailleurs que Nadia fait partie des membres fondateurs, parce que ce sont des jeunes qui à la base ont créé cette association Aller Virer. C'est eux qui ont vu qu'il y avait un problème de retour, que eux-mêmes avaient peut-être même des difficultés à s'imaginer rester chez eux. Parce que les salaires, évidemment que les salaires se disent, quand même, soyons sérieux. Évidemment, sauf dans certains grands groupes où on peut donner quelques avantages, mais les salaires ne sont absolument pas les mêmes en France hexagonale qu'en Martinique. Moi-même, il y a plus de 20 ans, j'ai perdu près de 2500 € à l'époque sur ma rémunération. En tant que jeune cadre junior, comme on disait à l'époque junior, je commençais, j'avais presque plus que ce que je gagne aujourd'hui. Donc, faut qu'on soit sérieux. Là, les décisions qui sont à prendre, elles doivent coûter. On doit savoir que ça coûte. C'est pour ça que je dis, on doit donner la preuve. Il suffit pas de dire, on a une asso ou on a comment on appelle ça? La maison de la Martinique. Tu parles de la maison de la Martinique, à la CTM, c'est un bureau, il y a marqué maison de la Martinique, il y a 2 personnes dedans, on est sérieux? Et on veut qu'avec ce type de politique publique, on fasse les jeunes rester. On est incapable de faire la promotion de nos formations. La maison de la Martinique, elle est où? À Paris? Mais non, il y a une maison de la Martinique, une maison du retour, pardon, la maison du retour. Bon, Nidé Mounadan, c'est ça une politique publique? C'est une décision. D'accord. Bon, et nos enfants, comme le dit Nadia d'ailleurs, mais les Martiniquais font des enfants. Sauf que ceux qui font des enfants, eh ben c'est précisément ceux qui s'en vont à 18 ans. Parce qu'ils les font 5 ans après. Mais ils les font où? Ils font sur le territoire de la personne. Et nous, donc, c'est cadeau. Qu'est-ce qu'on fait? On donne des générations et des générations d'enfants éduqués, d'enfants formés, d'enfants instruits, de femmes fécondes. D'accord? D'hommes féconds. On les donne cadeau aux autres. Voilà. Et puis après, on se pose des questions. Non. Bien, non. Alors, c'est maintenant qu'il faut se poser des questions du coût. Combien on est prêt à mettre pour faire en sorte que les jeunes martiniquaises et martiniquais restent dans leur territoire? C'est ça la réalité. Mais qu'est-ce que l'on va mettre en place? Non pas pour que la vie soit attractive, mais pour qu'elle ne soit pas hostile. Parce qu'aujourd'hui, la Martinique est aussi hostile à la jeunesse qu'elle l'est pour les personnes âgées. Tu le disais, comment une personne âgée isolée fait pour, quand elle habite à 5 km du bourg, pour sortir de chez elle, pour faire ses courses. On a vu d'ailleurs un reportage d'un monsieur dans des conditions déplorables, seul et isolé. Comment on fait? Eh bien, peut-être qu'on invente des nouvelles choses. Peut-être qu'on se dit, bah tiens, on va revitaliser nos centres-bourgs avec des personnes âgées. Et plutôt que de passer par le fait de supprimer toute possibilité pour les enfants d'avoir un petit... Parce que souvent, les personnes âgées ne veulent pas laisser leur maison. Parce que à la fin, quand elles ont intégré un EHPAD, et notamment un EHPAD public, et que la force publique a financé le coût de l'EHPAD, on va chercher dans le patrimoine de la famille pour pouvoir payer ce que ça a coûté. Ben pourquoi on ne dirait pas qu'on fait des échanges? Vous avez un terrain, une maison, ok, très bien. Et ben nous, on va réhabiliter nos centres-bourgs et on va pouvoir vous loger en contrepartie. Peut-être qu'on va prendre une partie de la propriété, mais au moins, on va mettre la personne âgée dans des conditions où elle pourra aller faire ses courses parce qu'elle sera dans le bourg, elle pourra aller au marché, elle aura peut-être une vie à l'intérieur de... Je dis, c'est des idées. Mais il va falloir qu'on innove. En effet, il va falloir qu'on innove. Mais tu disais qu'il suffisait de donner des moyens. Non, il faut pas.
Il faut donner les moyens aussi pour imaginer les projets. Tout à fait. Et les solutions. Imaginer les projets, D'accord. Alors, non, mais nous avons une série de difficultés. Béatrice, bon, le jour où tu seras aux affaires, tu comprendras la difficulté. Très franchement. Non. Je t'entends dire beaucoup de choses, mais très franchement. Non. Mais écoute, je peux te donner plusieurs exemples. Je peux te donner plusieurs exemples. Genre, t'es là parce que beaucoup aux affaires. Attends, non. Je te donne plusieurs exemples. Ouais. Nous avons 3 segments de politique publique qui sont importants pour la population martiniquaise. Le transport. Et qui ça, je te fais? Attends, on entend des coups de gueule tout le temps. Des coups de gueule tout le temps parce qu'il y a un problème de transport. Je sais que tu es une spécialiste. Merci. Je sais que ça fait 20 ans que je suis dans les collectivités pendant que tu me dis que je ne connais rien. Je n'ai pas dit ça. Je ne me permettrai pas, Béatrice. Mais non. Simplement, ce que je te dis, c'est que il y a beaucoup d'incantations, mais en fait, les difficultés sont tellement énormes qu'aujourd'hui, on ne sait plus où donner de la tête. Clairement. Pour faire remonter ce pays-là. Nous avons un problème avec les déchets. Tu t'y connais, j'imagine, puisque tu travailles dans une collectivité. Et nous avons un problème avec l'eau et l'assainissement. Ce sont 3 segments de politique publique qui permettent d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Qu'est-ce qui arrive? Il nous manque fondamentalement de l'argent. Exactement. Il nous manque de l'argent. Ah oui. Tu connais le problème du transport. Le transport coûte, mais je parle sous ton contrôle, 170 millions d'euros par an. Tu veux qu'on en parle vraiment? Non, mais je sais que tu es une spécialiste. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a un problème de financement. Les recettes ne suivent pas. Quant à pour ce qui concerne les déchets, il manque 10 millions d'euros par an dans la filière déchets. En plus, nous avons un incinérateur où il manque une 3e ligne de four qui coûte entre 50 et 60 millions d'euros. Quant à l'eau et l'assainissement, il manque 250 à 300 millions d'euros pour revoir à la fois la production et la distribution de l'eau. Alors on fait quoi? Alors on se dit, il y a une collectivité majeure qui s'appelle la CTM. Elle devrait pouvoir faire face, bien entendu, à ces difficultés-là. Eh bien non. Le financement des dépenses obligatoires, incontournables, c'est 900 millions d'euros. Sur un budget de 1 milliard, 200, 300 millions, ça dépend des années. Mais je sais que le président de la commission des finances de la CTM, de l'ancienne mandature est là. Fortaise, que tu découvres ce que nous avons dit. Je ne découvre pas. J'ai été président de la commission des finances du Conseil général pendant 5 ans. On dit que le budget de fonctionnement était considérable et qu'il y avait très peu de parts dans la structure même du budget de la CTM pour l'investissement. C'est ce que tu es en train de démontrer. Michel, mais je te dis, c'est 900 millions d'euros. 900 millions d'euros. Qu'est-ce qui reste pour le reste? Rien. Pour le reste des politiques publiques. Il ne reste pas grand-chose. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, cherchons d'abord le financement et interpellons l'État sur... Par exemple. Comment? Européen, par exemple. Par exemple, oui, européen, mais bon, l'État... On est bon, ça c'est vrai. Je ne t'ai pas dit qu'on est bon, simplement, je te dis... D'ailleurs, l'Europe a diminué son financement sur ce programme opérationnel d'aujourd'hui par rapport à celui de l'année dernière, du PO précédent. On sort de 800 millions, on est descendu à moins de 700 millions d'euros. Alors même que nous avons un territoire qui est sous-équipé, avec des demandes et des besoins qui sont extrêmement importants. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas les dossiers. Mais non, ne dis pas qu'on ne fait pas les dossiers. Les dossiers sont compliqués. Les dossiers sont compliqués à faire. Bon, les dossiers sont compliqués. Mais oui. Donc ça veut dire que nous avons un problème fondamental, c'est le financement. Et nous n'allons pas aller chercher dans la poche du contribuable. C'est impossible. Les contribuables, ils sont 30% à payer l'impôt dans ce pays. Et les 30% qui payent, on ne va pas les chercher dans leur poche. En plus, on nous a enlevé tout notre pouvoir fiscal. On nous a enlevé la taxe d'habitation, on nous a enlevé la taxe professionnelle, on a remplacé par des dotations, donc la dynamique des bases. Je parle au président, l'ancien président de la commission finance. Non, mais tu parles d'or parce que... La dynamique des bases ce sont les choses que nous avons constatées. Attends, Michel, oui. attends. Et rappelle-toi que l'État a confié la compétence du versement du RMI à l'époque, mais du RSA aujourd'hui. Ça, oui. Au département et maintenant à la CTM, oui. Sans compenser à l'euro près. 250 millions d'euros. Alors, nous sommes d'accord. Sans compter les autres aides individuelles de solidarité aux personnes âgées et aux personnes handicapées, par exemple.
Donc nous sommes confrontés à une difficulté réelle pour développer des politiques publiques dans ce pays. Bien sûr. Donc Alors, si nous ne quand tapons pas quand très j'entends fort... Béatrice, quand j'entends Raphaël... Non, mais Béatrice... Mais comment non. faire? Mais voilà, c'est pour ça que je dis à Béatrice, attention, tu dis beaucoup de choses. Mais Raphaël, je suis dans les politiques publiques depuis plus de 20 ans. Mais non, Raphaël, mais je ne suis pas un lapin de 6 semaines. Ça fait justement 20 ans. D'accord? En arrivant ici, en Martinique, j'aurais pu choisir. J'aurais pu faire le choix et d'ailleurs, on est venu me chercher donc, ça veut dire, pour que je travaille dans ça le veut dire domaine... que nos politiques... je travaille dans le domaine Nos privé. hommes et femmes J'ai politiques sont choisi- nuls, c'est Non, ça que ça veut dire. Ils ne sont pas toujours bons et il faut l'assumer. Oui, c'est vrai. Malheureusement. Je te rappelle et que parfois, Mais et il n'avait parfois pas fini son propos, Béatrice. Ah bon? Non, mais non, ça va, Fini ça son va, propos. non, ça va. Non, ce que je veux Michel lui dire... voulait ce que je- réagir aussi sur, en tant que président de la commission. Donc, tout ce que Raphaël vient de dire au LAIBA, donc tu trouves ça depuis un moment. Je veux dire une phrase. Vas-y. Je veux dire simplement une phrase. Le micro pour qu'on t'entende C'est bien. que, que nous avons une collectivité territoriale qui est plus un gros conseil général qu'un gros conseil régional. Autrement dit, la part du fonctionnement et des dépenses obligatoires, comme l'a essayé de l'expliquer Raphaël Séminor avec raison, c'est ce que nous avons constaté avec le président Marie-Jeanne, comme nous en arrivons aux affaires, et que par conséquent, le problème, c'est que nous faut que nous créions de nouvelles ressources financières. Et ça, c'est un des éléments de l'évolution institutionnelle, précisément. Et à la fin de la mandature, nous avons fait un plan de refondation où, précisément, on a essayé, en collectant les... Je ne vais pas trop rentrer dans le détail technocratique, enfin, tous les programmes, disons, de l'État et de l'Europe, sur plusieurs années, jusqu'en 2027 et jusqu'en 2035, parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas faire en une seule... Non seulement un seul exercice, mais en un seul mandat. Donc par conséquent, mais ça nous oblige à faire ce qu'on appelle de la planification. Autrement dit, de créer des activités avec des compléments de financement de la CTM et d'autres sources de financement des ministères et de l'État et de l'Europe, de façon à, par exemple, l'eau, les déchets, le transport, etc. Alors, on a encore 3 sujets à voir et l'heure avance. Donc, Je veux juste dire quelque chose. ah, mais j'avais pas vu. Merci. Non, mais bon, il faut que ça soit quand même un peu équilibré. Mais non, quoi? Mais il faut qu'on arrête de dire qu'on est des génies. On n'est pas des génies pour aller chercher les fonds européens. C'est pas vrai. D'accord? On n'est pas non plus des génies. On a manqué un certain nombre d'épisodes. Tu étais aux affaires, donc ça te dérange que je le dise, et ton groupe est aux affaires, et ça te dérange que je le dise. Mais c'est une réalité, et c'est pas moi seulement qui le dis. Même les universitaires, les cabinets, même locaux le disent. Alors on peut se faire passer pour des génies. On peut espérer être des génies. Avoir tout bien fait et juste manquer d'argent. D'accord? Pourquoi les fonds européens baissent? Alors, donne des solutions. Quelles sont les solutions? Mais il faut qu'on mette de l'ingénierie. J'ai dit que ça a un prix. Quand Philippe dit, par exemple, et je suis d'accord avec lui, quand il dit on va à chaque fois chercher de l'ingénierie à l'extérieur, avec des gens qui nous racontent des titines bois sèches. D'accord? C'est une réalité, je l'ai vécu. Ok? On a des cabinets à qui, finalement, c'est nous, en underground, le soir, à 22h, on est obligé de corriger les lignes de bêtises que les gens écrivent. D'accord? C'est ça la réalité. Quand on voit qu'on a des contrats et qu'on est incapable, il y a des contrats sur lesquels, contrat d'eau, contrat d'assainissement, on sait très bien, il y a des contrats qui, pendant 15 ans, n'ont pas vu une seule pénalité appliquée. Il y a 15 camions qui sont payés. Il y en a 7 qui tournent. D'accord? Et après, on se dit, il n'y a pas assez d'argent. Ben oui, mais en plus, les gars, ils prennent l'habitude de vous faire des prix mirobolants. Quand, sur un certain territoire du centre, on paye... Solutions, il faut qu'on ait la volonté d'une expertise. Il faut qu'on ait la volonté de mettre du prix. Il faut qu'on ait la volonté d'aller sur les projets. Sur l'eau, il y a 20 millions qui nous attendaient encore. Il faut qu'on ait les ressources pour aller les chercher. Quitte à payer des gens chez nous à faire les dossiers si on ne sait pas les faire. Mais enfin, j'ai envie de dire, avec plus de 4000 et quelques personnes, 5000 de la CTM, je suis sûre qu'on peut constituer une équipe compétente. Ok? Oui, Philippe. Bon. Oui, je ne serai pas non. Je crois que c'est...
les universitaires ont décidé de travailler. Et on a constitué un petit groupe. Et à partir de l'octroi de mer, on fait des recherches. Et pour débouter sur l'aspect fiscal. Et les découvertes que nous faisons, lorsque nous comparons les chiffres ici et les chiffres en moyenne, n'est-ce pas, des collectivités hexagonales, tout ce qui est dit de façon pérenne, lorsque j'ai comparé les chiffres et qu'on me les a apportés, puisque moi je suis pas spécialiste, j'ai perdu mes cheveux. Les chiffres, quand Bébé dit il faut expertiser, et nous faisons le travail de fond, comparer et voir ce qui se passe. Je ne parlerai même pas de la DGF. On a fait des études de comparatif pour voir comment les choses évoluent. Et lorsque on voit les résultats, eh bien, on se pose des questions. J'ai pas dit que les gens sont malhonnêtes. Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit qu'il faut partir d'expertise, mais valable, raisonnable. Je continue. On parle de l'octroi de mer. L'octroi de mer, chaque fois, j'entends dire l'octroi de mer, droit de poids de 770, ça n'a rien à voir. Rien à voir, l'octroi de poids. C'est nous qui l'avons créé, ok? Et maintenant, on travaille, je vous le signale, que l'on nous suive ou qu'on nous suive, bon, ça n'a pas d'importance, mais on travaille sur la question. Un certain nombre d'universitaires, plus ou moins à la retraite d'ailleurs, enfin, c'est notre dernier acte. Et nous faisons des propositions, oui, de scénarios relativement à l'octroi de mer. Ok? Nous allons les découvrir le moment venu. J'avoue que on m'avait demandé, effectivement, je le dis, l'occasion m'est donnée, je le dis, c'est parfois décevant, tu sais, Raphaël. Toujours, je suis PPM, je le resterai toujours. Mais on m'a demandé à moi, est-ce que tu veux participer à... Je dis, bien sûr, je suis allé. Est-ce que tu veux que ton... Oui, mon groupe est. Et j'ai reçu, je nommerai personne. On m'a demandé un renseignement lorsqu'une procédure a commencé. Okay. Je l'ai donné immédiatement, j'ai réuni mon groupe. Et puis, depuis, aucune nouvelle. Et nous n'avons même pas été auditionnés. Okay, je le dis publiquement, et nous, universitaires, qui travaillons de façon bénévole, on ne nous paie pas. Sérieux? Eh bien, ça nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir. Et je suis PPM, je te dis franchement. Et nous avons des possibilités de recherche et d'études. Là. Je pense que ce qui est en train de se préparer, c'est qu'une remobilisation autour de cette thématique-là. Hein, parce que je viens de recevoir une invitation. Oui. Pour participer à un groupe à la CTM sur l'octroi de mer. Donc ça veut dire que vous serez invité si ce n'est déjà fait. Hein. Nous cherchons. Non, je te laisse pas les bébés. Mais non. Mais oui, mais je suis heureux de cela. Mais nous sommes avancés. Ok, nous avons les chiffres, nous continuons à les chercher, et j'ai auprès de moi des économètres, c'est pas n'importe qui. Et là, le scénario est prêt, tout est bouclé, on est en train simplement de vérifier les chiffres pour que les scénarios de réforme de l'octroi de mer répondent à toutes les conditions. Et surtout, ne touchons pas à la production locale. Et on arrive à résoudre le problème. Mais nous continuons à travailler. Et nous avons la foi. Moi, je suis un vieux martiniquais. Je ne vois pas comment on pourrait se passer de vous, les universitaires. Hein, ça, c'est clair. Alors, Grégory, les universitaires, oui, qui connaissent les problèmes. Oui, qui connaissent, qui travaillent dessus. J'allais terminer, madame. Non, d'accord, s'il vous plaît. Grégory me fait déjà signe qu'il faut terminer l'émission. Voilà. Et il y a quand même un point important que je voulais évoquer, c'était cette grève à la 7e, forte mobilisation de l'unité syndicale. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en très peu de mots sur ça pour il faut rendre l'antenne? C'est parce que tout va bien que les gens sont en grève. Bon, bébé, ça suffit. Il y a deux types de problèmes. Il y a des problèmes de carrière et il y a des problèmes de conditions de travail. Bon. Il y a des problèmes d'avancement, de gens qui n'ont pas obtenu les avancements qu'ils devaient obtenir. Et des problèmes de locaux, des problèmes de matériel. Moi, je pense que ce sont des choses qu'il faut résoudre par la négociation, par le dialogue social. Yeah. Bon, c'est ça. Alors, il y a 6 syndicats, d'après ce que l'on dit, qui sont dans l'action, mais il y a 2 syndicats quand même qui sont importants, qui ne sont pas dans l'action. C'est la CGTM et Force ouvrière. Bon, en tout cas,
il faut écouter les personnels, écouter les gens qui disent qu'ils sont en souffrance, hein, parce que c'est précisément l'instrument, dont parlons tout à l'heure de planification, c'est l'instrument de cette politique qu'il nous faut perfectionner. Voilà. Bien. Alors, Philippe, sur ça, 2 mots sur cette forte mobilisation de l'intersyndical. Écoute, moi je ne connais pas le dossier, et lorsque je ne connais pas un dossier, tu me donnes silence, s'il te plaît. J'ai pas de problème avec le silence. Peut-être que bébé en a, moi. Alors, Raphaël, sur ça? Déposé. Bon, il faut savoir que l'équipe en place est là depuis 2 ans. À mon avis, ce ne sont pas des problèmes qui sont nouveaux. Hein. C'est des problèmes qui existent depuis très longtemps. L'avancement de grade, etc. etc. Bon. La CTM, c'est un gros bateau. Hein. 4500 agents. Il faut une organisation au cordeau qui est en train de se mettre en place. Donc, il faut donner le temps. Je pense que les revendications sont tout à fait légitimes parce que c'est vrai que s'il manque du papier dans les chiottes ou bien du papier dans les imprimantes et tout ça, c'est un problème relativement... Et les ascenseurs qui ne fonctionnent pas. Ah ouais. Nous revenons au problème que j'ai évoqué tout à l'heure. Nous avons une collectivité territoriale qui a 1 milliard 200 ou 300 millions de budget avec des dépenses obligatoires qui sont extrêmement importantes. Il ne faut pas oublier ça. Très bien. Bébé? FO est dedans, la CGT est dedans. Il y a même des photos avec leur... ils n'ont peut-être pas signé tout, et pour certains, ils avaient déjà commencé le mouvement, mais enfin, la CGTM est dedans, notamment la CGTM. La CGTM, SADEM. Oui, mais il y en a plusieurs, tu le sais. Bon, bah oui. 2 mots sur ça, s'il te plaît, pour qu'on termine. Non, mais encore une fois, moi, de toute façon, on le disait déjà la semaine dernière, c'est pas un problème nouveau, c'est un mastodonte. Et je le dirais, que ça plaise ou pas. Il y a aussi un problème de vision de l'organisation d'un mastodonte de cette taille. Ça ne se gère pas, mais ça a été le cas déjà en 2015. Nous avions un président de région qui avait connu la région avec 700 salariés. D'accord ? Et qui tout d'un coup s'est retrouvé avec plus de 3000 et quelques. Nous avons eu 2 présidents de région, d'ailleurs, aucun n'a été président de conseil général, où il y avait le plus de salariés et où il y avait justement cette masse de l'œuvre sociale, de la cohésion sociale, qui était importante. Et il y a eu une difficulté aussi pour les élus à appréhender cette organisation qui mixait les missions Ça veut dire que dans le social, on est moins bon aujourd'hui qu'à l'époque du conseil général? L'organisation est défaillante, c'est ce qu'ils disent, oui. Et notamment, je crois que, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a, là, si vous avez noté, mais il y a des revendications, notamment du personnel, sur la question de la protection de l'enfance. Parce qu'il y a des choses graves qui se passent sur la protection de l'enfance. Donc oui, il y a un problème d'organisation, mais même sur ça, quand ça commence à patater depuis aussi longtemps, il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide sur l'organisation. Faut que pas nous étant à l'école. Ça fait en effet près de 7 ans, depuis 2015, que l'organisation n'a pas pris son rythme. Ça fait, et il y a encore des superpositions. Il y a des gens qui veulent continuer à travailler comme avant, au temps du Conseil général, et d'autres comme au temps de la région. Il y a des personnes qui n'ont pas de poste et qui n'ont pas d'affectation. Et je le disais la semaine dernière, il y a peut-être des méthodes. Encore une fois, faut faire preuve d'ingénierie et peut-être même d'inventivité. Convoquer, on sait plus où sont les cadres. Bah, convoquons-les. On ne sait pas où sont les cadres. Non. Mais tu sais, ils ont quand même vu qu'ils sont payés. Ça veut dire qu'il y a des liasses, d'accord, où il y a leur nom. Il y a quand même des liasses. Ben, on prend de A à G, puis on les convoque dans une salle, parce qu'on a de quoi faire. On prend de G à temps, et puis au fur et à mesure, bon, vous êtes où, vous faites quoi, d'accord. Il y a un moyen de savoir où est le personnel. En l'occurrence, il y a plus de 1000 personnes dont on ne sait pas où elles sont. Mais ces personnes en touchent. Tout à fait, les personnes ont leur salaire. Voilà. Alors bon, moi je veux bien qu'on se dise génie, mais comme je vous dis, pour être dans la territoriale depuis suffisamment longtemps
et être passé en plus par les fourches codines du Conseil général, les retours que j'en ai, mais il y a des gens qui sont fainéants et qui ne veulent pas bosser, qui se cachent. Bien. Mais il y en a qui s'ennuient. On a fini là. Alors, mais on n'a pas le temps, Michel. Je dis simplement le sujet parce que tu m'as fait tenir un document sur la récession en France et en Europe qui s'installe. Et je voulais qu'on en dise deux mots, mais franchement, on n'a pas le temps là. Dommage. Que retenir de l'interview d'Emmanuel Macron? Bon, je crois que c'est moins important que ce dont nous avons débattu. Et ne pas y répondre, c'est la réponse. Ça ne dérange personne. Et le budget de la Sécu, le déficit va se creuser plus que prévu d'ici 2027. Voilà. En tout cas, merci à tous les quatre. Merci beaucoup, une fois de plus, d'avoir éclairé les téléspectateurs de télévision. Merci à toi, Raphaël, d'avoir accepté notre invitation. C'était de bon cœur, c'est de bon cœur. Mais ça m'a fait plaisir d'être avec vous, en tout cas. Oui. En tout cas, plaisir partagé en ce qui nous concerne. Oui. Merci beaucoup. Parfait. Et puis, souhaitons que ça aille mieux pour la suite. Je n'en dis pas plus. D'accord, monsieur? Non, mais je pense qu'il faut, dans ce pays-là, il faut se parler. Voilà. Et bien, c'est ce qu'on fait. Voilà. Directement. Allez, bon week-end à tous et à très vite sur Zoom Télévision. Bye bye.